Je suis Sarah, votre herboriste, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où je vous aide à repenser votre approche sur votre santé et votre bien-être. Nous allons redécouvrir la précieuse, la pertinente et adéquate médecine traditionnelle avec nos amis, les plantes. Pour embrasser une vie plus saine et équilibrée, vous êtes au bon endroit. Je pense que ce podcast va être long et je vais le faire en 2 parties. Je vais vous parler en profondeur de comment fonctionnent les adaptogènes et ensuite je vous donnerai des exemples de plantes, faciles à trouver ou pas, ça dépend dans quel pays vous vous trouvez, et comment elles fonctionnent aussi. On va rentrer dans les détails sur les exemples des plantes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une adaptogène ? Une adaptogène, c'est une plante qui va vous aider, qui va aider votre corps à s'adapter au stress, au changement climatique par exemple. Si vous êtes dans un pays qui a des saisons bien marquées, il va aider votre corps à s'adapter au très chaud, au très froid. Il va aider votre corps à s'adapter à l'altitude, au changement de pression atmosphérique, aux grandes émotions et à l'effort soutenu. Si vous avez une demande d'adaptabilité plus grande, une adaptabilité que pratiquement presque toute l'humanité a eu à affronter en fait ces derniers siècles. Donc ça va vous aider dans les surcharges de travail intellectuel par exemple, à affronter la pollution extérieure et intérieure, à affronter le bruit. On est dans un monde où il y a énormément de bruit, plus qu'avant en tout cas. Le bruit des voitures, le bruit des trains, le bruit de la musique, le bruit des travaux, tout ce bruit-là. Normalement, on n'est pas censé être exposé à autant de bruit. Si on retourne en arrière, on entendait la nature, quoi, le vent sur les feuilles, les animaux et les gens qui parlent. Mais pas tout ça de bruit on n'est pas fait pour ça. Et ensuite, il y a aussi les substances synthétiques. Alors, qu'est-ce qu'une plante adaptogène dans la définition occidentale ? C'est une plante qui ne doit pas causer de tort ni ajouter de stress à l'organisme. Elle doit aider le corps à s'adapter aux différents stress environnementaux et psychologiques. Elle ne doit pas avoir d'action spécifique sur le corps. Elle doit avoir une action globale. Et elle doit harmoniser le corps. Ça, c'est la définition occidentale. En médecine traditionnelle chinoise, ils n'appellent pas ça des adaptogènes, en sachant que la plupart des adaptogènes, comme on les appelle chez nous, sont asiatiques. Ils les appellent des toniques supérieurs. Mais avant d'aller plus loin, je vais utiliser des métaphores pour vous expliquer un peu ce que c'est l'un des 3 trésors. Les 3 trésors plutôt, parce que je vais tous les dire. Donc, le tsing, avant de parler du tsing, imaginez que vous avez une bougie allumée devant vous. Voilà. Donc, le tsing représente la cire de la bougie. Métaphoriquement, c'est l'énergie ancestrale dans les reins, c'est l'énergie de nos parents et on peut choisir de brûler vite ou pas. Mais on ne peut pas la changer, la cire. On ne peut pas en rajouter. Donc, pour vivre plus longtemps, il faut préserver le tsing. Ok ? Donc là, métaphoriquement, on est dans la vie moderne et notre bougie, là, on ne peut pas la prolonger, on n'est pas des vampires, mais on peut la faire brûler beaucoup plus longtemps. C'est ça. Au lieu de la faire brûler plus vite, on la fait brûler plus longtemps. Ensuite, vous avez le qi. Le qi, c'est la flamme de la bougie. Et elle est nourrie par l'oxygène autour.
c'est ce que nous, on respire, c'est ce qu'on mange pour manifester le chi. On prend dans le yin. Est-ce que vous suivez toujours? Le yin, la cire de la bougie, le chi, la flamme de la bougie. Le yin, c'est notre énergie, etc. Et le chi, pourquoi je dis le yin? Le tsing, pardon. Le chi, c'est la flamme. Ensuite, vous avez le shen. Le shen, c'est le rayonnement de la flamme, le pétillant, la lueur dans les yeux, les joues rouges, l'énergie du cœur qui émane de nos capacités de rayonner, de notre âme. Donc en médecine traditionnelle chinoise, les toniques supérieurs doivent contenir au moins un des 3 trésors. Le tsing, l'essence, le chi, la vitalité et le shen, l'esprit. Et ce, dans une telle abondance qu'il puisse contribuer à renflouer et dynamiser ce trésor chez la personne qui en prend. Ça, c'est un premier point. L'adaptogène, le tonique supérieur, doit aider à augmenter la longévité en renforçant la force vitale, en protégeant le corps afin qu'il soit en mesure de déployer son plein potentiel génétique. Le tonique supérieur doit ensuite améliorer les fonctions du corps et ainsi promouvoir de façon profonde et large la santé optimale qui assure une vie radieuse. Le tonique supérieur ne présente aucun effet secondaire lorsqu'il est utilisé de façon raisonnable, bien sûr, afin d'être utilisé sur de longues périodes de temps et offrir des effets cumulatifs et des bénéfices à long terme. Un effet cumulatif, c'est que même quand c'est comme si vous remplissiez un verre et quand vous arrêtez de le remplir, il ne se vide pas. Et vous en rajoutez encore, mais les effets restent là, l'eau reste dans le verre. C'est ça l'effet cumulatif. Donc ça ne va pas redescendre. Il n'y a pas de trou dedans. C'est pas une passoire. Le tonique supérieur doit aider à équilibrer les énergies émotives et psychiques. Donc ça améliore votre bien-être émotif et spirituel. Ensuite, il doit avoir bon goût et être facile à digérer et à assimiler lorsqu'il est préparé de façon adéquate, évidemment. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre la définition occidentale et la définition asiatique? Les adaptogènes, petit point, doivent être prises au minimum pendant 3 mois. D'accord? Il y en a qui agissent plus vite, mais de manière générale, il faut mettre dans votre tête qu'il faut au moins 3 mois pour en voir les effets. Vous avez des adaptogènes qui sont plus toniques du chi. C'est surtout de l'énergétique de la rate et du poumon. Ce sont des organes qui aident à l'assimilation, à l'immunité et à la production du chi. Donc vous avez quelques plantes que je peux vous citer là. L'aralia, l'éleutérocoque, le ginseng américain, le ginseng blanc et le ginseng rouge. Comment elles vont travailler sur votre corps? En fait, ça travaille sur l'HHS. C'est l'hypothalamo-hypophysio-surrénalien. Et comment elles vont fonctionner dessus, c'est qu'elles vont nourrir l'axe HHS en régularisant la glycémie et en normalisant l'insuline. Elles vont tonifier les surrénales. Elles vont régulariser les fonctions du système immunitaire et stimuler le système nerveux central. Donc, quand elles tonifient les surrénales, par exemple, elles vont diminuer la production de cortisol. Elles vont harmoniser la réponse face au stress et elles vont augmenter l'énergie, la libido et les performances sexuelles. Lorsqu'elles vont régulariser les fonctions du système immunitaire, ça va augmenter la production des cellules tueuses, lymphocytes B,
et les cellules NK. Je vous invite à faire des recherches. Je fais exprès de ne pas donner lymphocyte B, ça veut dire quoi, cellule NK. Il faut apprendre à chercher de vous-même les réponses pour pouvoir mieux les assimiler et mieux les retenir. Et aussi, ça va diminuer les infections. Je vais vous parler maintenant du syndrome général d'adaptation. Vous avez imaginé une frise découpée en 4 parties. La première partie, voyez-la en rouge, c'est la phase d'alarme qui dure quelques jours ou quelques heures. Ensuite, vous avez la phase de résistance qui représente le début de la chronicité. Ensuite, vous avez une petite partie où vont agir les adaptogènes. Et ensuite, vous avez la phase d'épuisement. C'est la chronicité et la dégénérescence, la phase d'épuisement. Je ne sais pas sur quelle partie de cette frise vous vous trouvez, mais en général, c'est dans la phase de résistance qu'on prend les adaptogènes avant la phase d'épuisement. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la prendre, mais il vaut mieux être dans la phase de résistance. Donc, les adaptogènes dans cette phase-là, elles vont agir pour prolonger la phase de résistance et retarder l'arrivée de la phase d'épuisement. Ça va diminuer les dommages que vous rencontrez dans les phases de résistance et d'épuisement. Donc, dans la phase d'alarme, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des troubles digestifs. Rappelez-vous que ça dure soit quelques jours, soit quelques heures. Vous avez une diminution de la sensibilité à la douleur. Vous avez des hormones qui sont sécrétées, l'adrénaline, l'épinéphrine, la norépinéphrine. Vous avez des sensations d'anxiété, votre rythme cardiaque augmente. Pareil pour la respiration, vous respirez, ça augmente. Vous avez un éveil mental, vous n'arrêtez pas de cogiter, réfléchir tout le temps. Vous avez une augmentation de la sudation et il y a une augmentation de la disponibilité du glucose. Là, on commence à épuiser les réserves et on rentre en phase de résistance. Et dans la phase de résistance, il y a une augmentation de l'acidité du corps. Il y a une baisse de votre taux d'énergie. Il y a une baisse de la réponse immunitaire. Il y a une baisse de la réparation des tissus et de la force des os. Vous avez une diminution aussi des fonctions mentales et cérébrales. Vous avez des troubles du sommeil. Vous avez des maux de tête. Vous êtes irritable. Des maux de tête et ou de l'irritabilité, si j'ai besoin de préciser. Vous avez des prises ou des pertes de poids. Et vous avez une rigidité musculaire. Les deux ou pas, hein. Vous pouvez avoir la prise de poids et la rigidité, ou la rigidité sans prise de poids. Et vous avez la diminution de neurogénèse, ça c'est une hormone, et une augmentation de cortisol. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, bon, il faut faire quelque chose, je dois prendre une adaptogène. Et pas que, mais on verra ça plus tard. Lorsque vous êtes en phase d'épuisement, là c'est la journée porte ouverte au cancer, maladies dégénératives, au burn-out, au diabète, au vieillissement prématuré, aux maladies cardiaques. Et dans cette phase, le corps est sans ressources. Et il met des années
des années. Et il n'y a plus de résistance au stress. Et vous avez besoin de beaucoup de repos, d'une alimentation adéquate, et les adaptogènes sont à prendre avant cette phase, de préférence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et toutes les adaptogènes travaillent sur l'axe HHS dont on a parlé avant. Mais chacune soutient aussi un organe en particulier. Est-ce que c'est clair? On a dit qu'elle devait agir de façon globale sur le corps. C'est le cas, mais il y en a qui sont spécifiques. Par exemple, le schizandra. Donc, ça travaille sur l'axe HHS. Et le schizandra a aussi des affinités avec le foie et des affinités avec le système nerveux. On a aussi l'ashwagandha qui est anti-inflammatoire en plus de tout le reste. Et vous verrez dans la deuxième partie que son nom scientifique contient un mot qui en dit long. Et pour finir ce chapitre, les adaptogènes ont une action amphotérique. Elles vont régulariser le système ou la fonction en les augmentant ou en les diminuant au besoin. Donc elles ont une action intelligente. Imaginez un plus devant ce que je vais vous dire. Ça va nourrir l'organe et ça va potentialiser la fonction de l'organe. Par exemple, elle va tonifier l'immunité, augmenter la pression sanguine. Maintenant, imaginez un moins devant ce que je vais vous dire. Ça va calmer l'hyperactivité. Par exemple, les allergies. Ça va diminuer la pression sanguine et ça va aider au sommeil. Donc, c'est intelligent. Ça va rentrer dans votre corps, et dire bon ben attends, là il y a besoin, là il n'y a pas besoin, donc là on va augmenter, là on va diminuer. C'est ça. C'est trop acide, stop. C'est trop basique, eh ben on va réguler. Et la qualité énergétique des adaptogènes est très variée, ça dépend de la plante. Il y en a qui sont fraîches, il y en a qui sont neutres, il y en a qui sont chaudes, il y en a qui assèchent. Donc elles sont riches en tanins. Il y en a qui sont émollientes, donc elles vont humidifier. Donc il faut bien choisir selon le cas. Si vous êtes déjà sec à l'intérieur, vous n'allez pas prendre une plante qui assèche. Vous allez plutôt prendre une qui est riche en mucilage, une plante émolliente, une adaptogène émolliente. Si vous êtes déjà chaude, par exemple, si vous êtes en ménopause et que vous avez tout le temps des bouffées de chaleur, vous n'allez pas prendre une adaptogène qui a une qualité énergétique chaude. Au contraire, si vous avez un froid interne, vous n'allez pas prendre une adaptogène qui est fraîche. Donc il faut bien choisir. S'il y a une contre-indication à avoir ou alors des précautions à prendre, c'est qu'il faudrait ne pas utiliser pendant une infection ou une inflammation aiguë. Il faut prendre avant ou après. Il ne faut pas prendre non plus lors de parasitose moyenne. C'est important de disperser l'excès avant de remplir votre corps. Si vous avez un excès de quelque chose, voilà. Je peux prendre l'exemple de l'astragale, c'est un tonique sur l'immunité, un tonique du sang. Et c'est une plante qui est réchauffante. Donc, quand vous allez tomber malade, quand vous serez dans votre phase aiguë, ça va servir à rien de la prendre. Il fallait la prendre avant. Par contre, quand c'est fini, il faut la prendre pour éviter de retomber malade. Voilà. La prochaine fois, je vais vous parler du ginseng, mais c'est très long, il y en a plusieurs. Donc, petit cadeau, le rhodiola, on va en parler maintenant. Le rhodiola rosea, son nom scientifique. Donc, son action, 16 actions, il y en a plusieurs, systémiques. Donc, le rhodiola, comme toutes les adaptogènes, c'est
Une plante qui va régulariser l'axe des glandes hypothalamus, hypophyse, surrénale. Et en régularisant le système endocrinien, on obtient un impact sur tout l'organisme, notamment au niveau du système nerveux et de l'immunité. Donc il est particulièrement efficace pour augmenter l'endurance physique et l'acuité mentale. Donc il me semble que sa qualité énergétique est froide, donc c'est une adaptogène refroidissante, donc c'est intéressant pour les constitutions en excès lorsqu'il y a de l'hypertension, des maux de tête causés par le feu du foie qui monte dans la tête, le visage, les oreilles, les yeux rouges, des douleurs aiguës derrière les yeux et de fortes colères, de l'insomnie avec trop d'énergie et de l'anxiété. C'est un cardioprotecteur, donc il aide à régulariser le rythme cardiaque, la pression artérielle et le taux de cholestérol. Il aide et protège le cœur contre les effets indésirables du stress et augmente la force du muscle cardiaque. C'est pas forcément la meilleure. L'aubépine est très bien et plus facile à trouver. Ensuite, en tant que neuroprotecteur, il augmente l'afflux de sang vers le cerveau et permet une meilleure irrigation des neurones, ce qui optimise votre concentration, votre mémoire et rend son usage approprié lorsqu'il y a un déficit d'attention ou suite à un traumatisme crânien. Il est aussi indiqué dans certains cas de dépression. Concernant le système immunitaire, il stimule la production de lymphocytes. Donc il aide à prévenir le cancer en diminuant la formation de tumeurs et en augmentant la capacité du corps à gérer des substances toxiques. Il sera aussi intéressant pour pallier l'immunosuppression causée par les traitements de chimiothérapie. Des études qui sont menées sur le rhodiola, il y a une étude clinique qui a été menée sur des femmes atteintes de cancer ovarien. Et l'administration d'une combinaison de rhodiola, de raftocinum et d'éleutérocoque et de schizandra a permis d'augmenter l'efficacité du système immunitaire alors qu'elle recevait de la chimiothérapie. Un grand nombre d'études in vitro et in vivo ont démontré ses propriétés cardioprotectrices, anti-arythmiques et sa capacité à diminuer les taux de catécholamine au niveau du myocarde. C'était une étude qui a été faite en 2002. Pour celles des femmes qui étaient atteintes du cancer des ovaires, c'était en 2006. Il diminue aussi la présence de protéines C réactives. C'est un facteur de risque majeur pour la maladie cardiovasculaire et de l'athérosclérose. Il y a des études qui ont démontré aussi qu'il diminuait la toxicité de la chimiothérapie et qu'il augmente aussi leur action anti-cancérigène. Donc, comme je disais tout à l'heure, sa qualité énergétique est froide et elle est sèche. Elle est hyper astringente. Je l'ai goûtée, et on sent tout de suite l'astringence dans la bouche. Alors je vous conseille de commencer petit, comme pour toutes les autres plantes adaptogènes, on commence avec les petites doses et après on augmente. Voilà. Donc le mode d'utilisation, il y en a 3. Vous avez la décoction, 1 à 6 grammes par jour, on commence par 1 de grâce. En teinture, j'ai pas dit teinture mère, Les teintures en herboristerie, c'est que de l'alcool. Les teintures mères, c'est pur à l'homéopathie. Il y a de l'eau dedans. Donc, vous allez suivre les dosages inscrits sur la boîte. Là, tout de suite, je parle de teinture. C'est le rhodiola qui a été dans de l'alcool à 40%. La plante sèche à 40%, 1 pour 5. 1 à 3 ml, 3 fois par jour. Vous pouvez mettre des gouttes dans un verre d'eau, Ou alors en capsule, 1000 à 2000 mg 3 fois par jour. Voilà.
Précautions et contre-indications. Ne pas utiliser s'il y a trop de sécheresse dans le corps. Je vous en ai parlé en début de podcast. L'astringence, voilà, il faut boire. Il faut boire beaucoup. Quand une plante est riche en tanins, il faut faire attention à ne pas manger dans l'heure. Il faut attendre 4 heures parce que sinon, vous aurez du mal à absorber les nutriments de votre nourriture. Après, si vous mangez des chips, c'est pas grave. Mais si vous mangez de la lentille, quelque chose qui est riche en vitamines, etc., vaut mieux. Voilà. Évitez de consommer le soir ou avant le coucher. Évitez de consommer s'il y a des troubles bipolaires ou de paranoïa. Voilà. Il y a des interactions avec certains médicaments. Il y a des études sur des souris qui ont démontré que l'activité anti-métastatique de la doxorubicine n'a pas été altérée, mais que son effet hépatotoxique a été considérablement réduit lorsque le médicament a été combiné à un extrait de rhodiola. C'est ça l'interaction. Il y a des études sur des souris qui ont démontré que les effets antitumoraux et antimétastatiques de la cyclophosphamide sur le carcinome d'acide d'Ehrlich et le carcinome de Lewis ont été renforcés lorsque combinés avec un extrait de rhodiola. La personne prenait 0,5 mg par kilo par jour pendant 7 jours. L'hématotoxicité en leucocytes et en myélocariocytes, quant à elle, était réduite. En fait, c'est que des bonnes nouvelles. D'accord ? Le rhodiola subit des récoltes abusives. Donc, achetez seulement les plantes qui ont été cultivées, bio, mais cultivées. Pas récoltées à la sauvage. Si vous avez besoin d'un suivi personnalisé, prenez rendez-vous sur mon site internet www.afro-herbaliste.com. Si vous avez des doutes ou des questions sur le post du jour, laissez-moi un message, j'y répondrai toujours.